Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Quentin. Salut. Enfin, c'est plutôt lui qui m'accueille. J'ai déporté le studio chez lui. On se retrouve pour un nouvel épisode de Constituez-moi une armée digne, spécial WTC 2023 avec les présentations de l'équipe de France numéro 1. C'est nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter déjà un peu tes coéquipiers de cette équipe de France? Yes, du coup, on va avoir Alexis, qui va être le capitaine, Manadar. On a Joseph. Bon, personne ne le connaît, lui. Voilà, un certain président d'une fédé, un peu anonyme. Hein. Et on a Mathieu, aussi Dark Nickel avec nous. 4 joueurs quand même très aguerris au tournoi, avec pas mal d'expérience parce que Alexis, ça doit être son 3e ou 4e ETC, toi c'est ton 5e ou 6e. Le pilier, comme on l'appelle, des équipes de France, le Quentin. Joseph qui a fini quand même 2e avec l'équipe World l'année dernière, et puis Mathieu qui est quand même un habitué de la scène compétitive. Qui a fait l'Ardacon l'an dernier. Qui a fait l'Ardacon, qui était à ça de se qualifier l'année dernière au Super 8. 4 bons joueurs connus et reconnus du circuit français. Donc on vient de finir la présentation de cette équipe. On va maintenant passer aux poules. Le tirage a eu lieu il y a quelques jours. Alors, petite nouveauté de cette année, les statuts des têtes de série n'existent pas. Dommage pour nous. Ça a été remplacé par un pays ne peut pas rencontrer une autre équipe du même pays. Hein. Donc ça évite que la France 1 tombe dès le premier jour contre la France 2 ou la France 3 ou les deux. Du coup, premier adversaire, on va aller faire par ordre de puissance. Hein. On commence normalement par le plus faible avec peut-être la Suède. La Suède, c'est simple, ils ont fait tous les ETC, WTC depuis des années, donc on a l'habitude de les côtoyer. C'est vrai qu'après, ils n'ont pas toujours des résultats vraiment très, très brillants. Donc a priori, c'est l'adversaire le plus abordable de la poule. Mais bon, il faut quand même rester vigilant et pas se faire surprendre. Deuxième adversaire, première équipe d'Irlande. On n'a que des premières équipes dans notre poule. Il n'y a pas de second couteau, il n'y a pas de... Non, c'est que les meilleurs de leur nation. Donc ouais, Irlande aussi, c'est des habitués. Alors après, on ne connaît pas forcément les joueurs qui vont composer l'équipe. Mais l'année dernière, on les avait affrontés, on s'en était sortis, mais avec 3 victoires contre une. Donc il y a moyen de perdre un petit peu de plume, même si normalement on doit leur être supérieur sur le papier. Oui, parce qu'eux sont quand même très habitués aux gros tournois avec de gros niveau de jeu de la GBHL, tout simplement. Ils jouent avec les Britanniques toute l'année, donc c'est formateur. C'est pas l'équipe d'Angleterre non plus, mais c'est une petite Angleterre. Ils aimeraient pas qu'on dise ça, mais ça ressemble un petit peu. Et pour terminer, le gros morceau de la poule, voire même du tournoi, avec les vainqueurs, les tenants du titre, la Pologne, la première équipe de Pologne. C'est ça. C'est là où le statut de tête de série nous aurait épargné ça, mais là, on tombe sur les champions titres polonais. Des amis, mais on les connaît bien, ouais. Mais pas sur le champ de bataille, quoi. Ils sont toujours, si vous voulez, en termes de jeu, avec les Anglais, c'est vraiment les top joueurs qu'on retrouve à chaque fois. Et je dirais qu'en plus, en termes de liste, ils ont toujours des façons de voir les choses qui ils inventent presque des nouvelles méta à chaque édition. Donc, ils sont ultra dangereux et puis c'est bien pour ça qu'ils sont tenants du titre. Hein, et on n'est pas très content de les avoir dans la poule. Et en plus, le hasard du calendrier fait qu'on les affronte sur la première partie le samedi matin. Donc, tu rentres dans ton tournoi, tu tapes le champion titre. Donc voilà. Donc après, c'est une belle ouverture. Voilà, dans le bon sens du truc, tu sais tout de suite si tu es prêt pour la compétition, si tu arrives à faire un bon résultat contre eux. Mais c'est vrai que le tirage n'est pas simple du tout. Non. Et que, comme il y a ce système de poule, donc on va affronter ces 3 adversaires sur le samedi. Et après, en fait, le dimanche, ce sera à nouveau une ronde suisse avec, en fait, tous les classements seront remélangés. Donc, on part quand même avec un petit désavantage. La technique du sous-marin peut être mise en place dès la première partie. C'est ça, quoi. Ça va vraiment être le sous-marin, on espère remonter. Mais on risque de prendre un petit peu de retard par rapport à nos concurrents outsiders, on va dire, pour cette compétition. On va maintenant passer à la présentation des listes de l'équipe 1 de France. Comme l'année dernière, il y aura 5 listes de présentées. On ne va pas dire quelle a fait liste et quelle liste est jouée par qui.
mystère jusqu'au bout. On commence donc par la première liste, qui est sans grande surprise une liste habituelle des tournois français. Une liste d'Angmar, exactement, là. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Yes, bah, c'est un classique Angmar, avec bien sûr le roi sorcier en général. Il est sur cheval, pour être un peu plus safe et laisser vraiment Goulavar faire le gros du travail en termes d'élimination. À côté de ça, tu vas avoir le classique Capitaine Orc pour faire les marches, pour apporter cette mobilité et quand même des points de puissance. Parce qu'après, les deux d'un héros, c'est quoi? 2 Z des Galgal. Donc là, pour donner vraiment la supériorité magique à combiner avec le roi sorcier et des spectres par rapport aux adversaires. Donc bien arriver à contenir les héros. Et puis tu as la terreur au niveau de tes orques, bien sûr, avec le... Ouais, avec tous les esprits. Là, il y a moyen de mettre la terreur sur toutes les lignes orques. C'est ça, tu as 4 héros esprits pour cette terreur-là. Donc une armée qui est plutôt dans l'assassinat. Qui est important pour tout ce qui est... Pour gagner une petite victoire sur un général blessé, voire tué, etc. Il y a quand même beaucoup de scénarios qui se jouent sur ce point-là. Soit juste pour une mineure, voire... les scénarios de type assassinat, la poule complète, là, quand même un sacré avantage avec cette liste-là. En fait, on a essayé, pour vous donner l'état d'esprit quand on a fait les listes, on a essayé d'avoir à chaque fois des armées qui sont assez quand même polarisées, donc qui sont capables de gagner presque une poule chacune. Quelque chose comme ça. Donc il vous manque une 6e liste. Du coup, une liste très forte en magie. On va pas s'attarder dessus, vous la connaissez, on la voit quasiment à tous les tournois. Donc on va passer à la 2e liste. Une liste, on va dire, une alliance. Pour changer un petit peu, on avait une alliance, une armée pure, maintenant une alliance jaune. Là, c'est notre liste horde, enfin l'une de nos listes horde, qui est vraiment là pour engluer l'adversaire. Mais donc, évidemment, quand on pense liste horde, engluer l'adversaire, on pense... des elfes. Voilà, exactement. Dans l'antithèse de l'elfe, du coup, donc on va être sur du Goblinville, mais Goblinville qui va être allié avec Dol Guldur, pour apporter la bannière. Parce qu'avec pas de chance, tu peux avoir les 3 scénarios de bannière qui tombent pendant un tournoi. L'année passée, on en avait eu au moins 2, et on avait pu se faire avoir... donc on essaie de retenir les leçons du passé. Et donc Goblinville, donc avec bien sûr le roi Gobelin, avec Gollum, le petit anneau pour faire des tricks. Bien sûr, il y a aussi Grina, donc pareil, faire des tricks avec le Swap With Me, les actions héroïques qu'on voit pas forcément venir. Et après, on est sur... 82 figurines, donc ça va. Que des gobelins ou presque. Et là, vraiment, on est sur tous les scénarios où on pourra prendre le contrôle d'objectifs. On est très très bien. Et puis, ça permet donc une liste qu'on n'a pas du tout envie d'affronter. On peut l'utiliser dans l'appariement en mettant cette Goblinville-là pour bloquer. Parce que ça, on le voit quand même de plus en plus maintenant dans le système par équipe, où il y a vraiment une liste populeuse. On se souvient des Italiens l'année dernière qui jouaient, alors c'était plus du Lac-Ville, mais 60 Lac-Ville avec un petit Legolas, des gros héros moyens comme ça, qui embêtent beaucoup. Ils avaient aussi, donc outre la liste Lac-Ville, ils avaient aussi une liste Goblinville avec 100 figues. En plus. Donc ils avaient vraiment deux bloqueurs, quoi, entre guillemets. Et on a aussi évidemment des pioches sur tous les gobelins pour tailler avec la force 4. Et mine de rien, c'est du coup une armée qui est capable aussi de démoraliser l'adversaire. Mais ces 2 listes, c'est vrai qu'Angmar comme Goblinville, c'est 2 listes où on a testé évidemment, mais qui peuvent être un peu plus menacées par le changement de format, où on est passé avec un quart d'heure de plus par rapport à l'année passée. On est passé à 2h15 de temps de jeu effectif, plus... un quart d'heure de dernier tour, quoi. Voilà. Et en comptant dans ces 2h15, un déploiement qui est limité à 15 minutes. Donc ça empêche aussi des fois des mecs qui mettent beaucoup de temps à se déployer pour un peu diminuer le nombre de tours. Donc ça veut dire aussi que on peut être menacé sur ces... Parce que mine de rien, ça rajoute peut-être 1 voire 2 tours à une partie. Voilà. Donc plus de volonté qui peut partir sur un Nazgûl, plus de tours pour démoraliser des petits gobelins défense 3. Donc c'est pour ça que c'est une liste normalement qu'on peut mettre à peu près comme on veut, mais sur certains scénarios, il faudra faire attention quand même à la parier. Mais c'est une liste assez tout-terrain. On va maintenant passer à la 3e liste de l'équipe de France 1. Une nouvelle alliance, cette fois-ci verte, entre le Mordor et les Orientaux. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Yes. Sachant que, pour rappel, on n'a pas le droit de faire de doublons d'armée ni de doublons de personnages. Pas de roi sorcier. Voilà, pas de roi sorcier, mais surtout pas, par exemple, double Angmar ou double Goblinville. Ça a changé par rapport à l'année dernière.
Donc ouais, sur cette liste-là, donc Mordor avec Orientaux. Orientaux, c'est pour prendre quoi? C'est pour aller chercher l'Empereur Dragon. Ouais, un petit héros qui est censé en tout cas fiabiliser l'armée avec la bannière à 12 pouces et apporter aussi le combat 5 à 6 pouces avec les dragons noirs. Mais le but de cette armée, enfin l'idée, le concept derrière cette armée, c'est pas forcément l'empereur en tant que tel, c'est d'avoir la mobilité, parce que sur nos autres armées, on n'a pas forcément cette capacité-là. Donc c'est pour ça qu'on a 2 tambours, un oriental pour justement ces orientaux qui sont derrière, et un tambour orc avec toute la phalange orc qui est capable d'arriver comme ça très vite, avec 9 pouces de déplacement, plus des marches. Et mine de rien, ça surprend. Et ça surprend parce que c'est quelque chose en plus qui est déclenché avant les actions héroïques et tout, donc c'est pas forcément quelque chose que tu peux contrer ou à revenir, ou plus difficilement. Et donc avec aussi l'apport d'un Guritz et d'un petit Nazgûl à pied, on a des marches et de la vitesse pour aller très vite. Et voilà, ça c'est plus une armée qui est faite pour les scénarios où il faut rusher au centre, arriver très vite. Et il y a aussi la présence de Guritz pour tout ce qui est déploiement éclaté, sur lesquels on n'est pas forcément bien avec nos autres listes. Donc le Maelstrom, voilà, c'est un peu le stabilisateur. Il te manque quand même le héros le plus important de ta liste là quand même. Celui qui te porte et qui va te faire la victoire sur chaque partie. Tu parles de Cardouche du coup? Bien sûr. Donc il y a Cardouche le pyromancien, donc lui c'est la petite atout magique en plus pour permettre d'avoir aussi de compenser une certaine forme s'il y a beaucoup de terrain en face. Parce qu'on n'a pas forcément des très bonnes bravoures dans nos listes en général. Mais peut-être que tu faisais référence à autre chose. Un certain Gorbag aussi. Un petit orc qui est là pour compléter justement cet aspect un peu full orc, la Cardouche, le tambour. Et donc Gorbag qui est là pour apporter la petite étincelle en plus, même si ça arrive aussi qu'il meurt très rapidement. Oui, toujours. Mais il meurt toujours vaillamment. Et c'est ça le plus important. Oui, on espère qu'il mourra pas trop quand même. En fait, c'est plein de petits héros qui entourent l'empereur, parce que l'empereur c'est une figurine tellement coûteuse en points que tu peux pas non plus mettre des gros machins à côté. Ouais. On attaque maintenant la 4e liste du roster avec une nouvelle arrivée, parce qu'elle est présente dans le jeu que depuis quelques mois maintenant. Une nouvelle légion légendaire, la première de votre équipe. C'est ça. Qui est l'assaut sur la Lothlórien, sans surprise. Hein. Elle est maintenant assez jouée un peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux vous présenter votre version de cette légion légendaire? Donc c'est une armée qu'on a vue beaucoup, mais plutôt un format 500, 600 points, bien performé. Donc on a décidé de la monter en 800 pour voir un peu ce qu'elle pouvait faire. Et là, l'optique est assez évidente, à quoi elle sert cette armée, avec la nuit. Donc qui va faire que les adversaires vont te toucher sur un 6. Elle est en prévision des nombreuses listes avec plein de balistes ou d'autres choses qui tirent et qui nous ont bien traumatisés l'année dernière. Donc, et on a essayé d'en faire une liste quand même assez nombreuse. On monte quand même à 62 figurines avec en général un Druzhag plutôt que Mousgour. Ça c'est des fois un peu le débat qu'il y a. Donc pour avoir 2 points de destin, pour pouvoir résister un peu plus au cas où on veuille nous faire le point du général. Et autour de ça, on va avoir plein de bestioles, forcément. Au milieu de ces orques et de ces gobelins, il y a quand même un petit capitaine, bien sûr, et un petit chaman gobelin pour fiabiliser autant la puissance que la bravoure. Mais après, c'est plutôt des bestioles. Donc la grosse bestiole, c'est bien sûr... Le chef de meute-warg, pardon. Je vais le faire un peu participer, mais je galère. Avec Drozagdar qui peut l'enrager, comme on dit. Et puis, tu as 2 nuées de chauves-souris, 2 araignées géantes et plein de petits wargs qui peuvent aussi être boostés. Et donc, on peut éliminer des héros avec ces combos-là. Exactement. On peut bien sûr engluer un peu moins Goblinville, mais quand même, c'est un peu un second scotch que tu peux utiliser. Et il y a un côté aussi où tu peux, grâce à ta domination sur la distance, tu peux aussi attirer l'ennemi dans un endroit où tu veux. Et puis après, tu lances avec tes petits trackers tes armes de jet. Donc c'est aussi dans cette optique-là qu'elle est intéressante tactiquement. Ouais, mais elle est très, très complète comme armée parce que, alors elle n'a pas de gros héros tapeurs mis à part le chef de meute. Mais mine de rien, avec les chamans, toute l'armée est quasiment sous frénésie et peut ignorer la terreur. Donc on peut mettre des battes facilement sur les héros terrifiants. Plus le chef de meute qui a déjà combat 5 de base.
plus le pouvoir Rage bestiale. Rage bestiale, exactement, qui va lui rajouter plus 2 au combat. Donc vous êtes sûr d'avoir un meilleur combat que votre adversaire. Donc avec ce combo-là, vous pouvez quand même éliminer des grosses cibles de votre adversaire. Et dernier point et dernière grosse force de cette liste, c'est au niveau de la magie, parce que chaque chaman gagne un rang héroïque pour pouvoir recruter encore plus de figurines. Et en plus, tous les sorts peuvent être lancés n'importe quel nombre de dés, etc. Donc même si vous avez des sorts à 3 ou 5+, généralement, c'est quand même des sorts qui sont assez faciles à lancer, surtout avec les relances. C'est ça, c'est très fiable à la magie, même avec un vieux chaman gobelin et son parésie à 5+. Donc ça vient être en complémentaire aussi d'Angmar. Si jamais il y a des armées en face qui sont sensibles à la magie, on peut éventuellement faire cette double lame magique intéressante. Ouais. On attaque maintenant à la dernière liste de ce roster, un peu celle qui nous a terrorisé tout le long de l'année dernière. Une deuxième légion légendaire qui commence aussi par assaut. Comme quoi, les assauts ça tape fort quand même. Hein. Donc ça va être l'assaut sur le gouffre de haine. Eh oui. Est-il nécessaire de la présenter? Quand même, on a présenté l'Angmar succinctement, donc on va quand même aussi y aller sur l'assaut du gouffre. Donc une liste qui est là aussi un peu le miroir de l'autre assaut qui est très forte à distance, qui est là vraiment pour agresser. Après, la Chlorien, c'est plus en réaction qu'elle va être forte à distance, alors que celle-là, c'est vraiment sur de l'agression, très simple. Donc classiquement, on va avoir 3 balistes, avec toutes les relances qui sont donc ultra fiables, plus 2 bombes. Le choix de bombes, des fois, voilà, ça c'est un truc qui peut un petit peu porter à débat, mais après avec 2 bombes, on s'est rendu compte qu'on était capable des fois de pouvoir finir la partie ou ce démo au moment où c'était opportun. Et puis surtout, la faiblesse habituelle de cette liste, c'est parfois les héros qui sont capables de menacer trop rapidement vos orques, qui vont passer entre toutes les carreaux de balistes ou d'arbalètes. Avec 2 bombes, t'as moyen de les faire sauter, quoi. T'as moyen de les faire sauter, et même en fait, psychologiquement, l'adversaire va avoir peur de certaines zones. Tu vas faire des zones d'interdiction où les héros vont pas venir. Donc en fait, il va être obligé de pas trop jouer avec ses héros parce qu'il a peur des bombes. Son armée, elle va en fait, tu vois, c'est ça, partir en pièces à cause des balistes, et finalement, il va arriver au moment des combats, il aura déjà plus d'armée. Et puis il y a encore 12 archers devant. Armée d'arbalètes. Bien sûr, des arbalètes, tuer les miettes, donc 13 arbalétriers en tout avec le capitaine général. Donc ouais, c'est une armée qui est vraiment qui fait très peur à affronter. Donc on veut utiliser aussi cette arme psychologique pour bien marquer nos adversaires comme on a été marqué les années précédentes. Ce sera pour vous maintenant, les gars. Retourner un peu l'arme des Polonais contre eux, quoi. Voilà, exactement. Enfin, si vous la jouez. Si on la joue, mais comme toutes les autres listes, l'idée c'est d'avoir vraiment une complémentarité. Et on va aussi, en fonction, le jour J, regarder la tête des tables, parce que voilà, ça peut aussi permettre de jouer plus ou moins du tir, en fonction de ce qu'on va avoir de présent. Parce que, par exemple, sur l'année dernière, on a vu quand même des tables des fois un peu étonnantes, très désertiques, vraiment du harad avec 3 oasis sur la table. Je m'en souviens. Donc des tables très plates et qui pouvaient laisser justement beaucoup de couloirs de tir. Et au contraire, si on a des tables qui sont super chargées, on pourra adapter comme ça, en fonction de ce qu'on veut faire. Pour rappel, vous avez 5 listes, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore choisi vos 4 listes que vous allez jouer le jour J. Parce que ça va dépendre, comme tu as dit, des tables, aussi des listes adverses, parce que pour l'instant, le jour où on tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore les listes adverses. Donc il y a quand même ce petit facteur-là à prendre en compte, parce qu'effectivement, si par exemple il n'y a pas de balise dans les autres équipes, vous n'avez pas forcément besoin de prendre une liste avec baliste ou des bloqueurs de tir ou des choses comme ça. Parce que ça sert d'avoir la nuit sur toute la table s'il n'y a pas trop de tir en face. Il y a tout un paramètre à jouer, puis c'est aussi basé sur les 3 équipes qu'on affronte, donc là on les connaît. Et que on va voir parmi ces 5 listes, quelles sont les 4 meilleures contre ces 3 équipes. C'est ça. Imaginez en fait le parfait roster pour contrer l'adversaire, sachant qu'eux aussi, ils ont une liste qui va disparaître dans le lot. Donc c'est un peu faire des plans, mais avec des inconnus qui restent. Donc on va bien réviser ça dans les jours à venir. Dernière partie maintenant, un peu pour conclure un peu cette vidéo-là.
Deux petites questions. Qu'est-ce que tu attends du WTC? Parce que maintenant ça s'appelle le World Team Championship. Tout à fait. Comment s'est passé un peu vos réunions d'équipe, la répartition des listes, des héros, etc. Comment tu vis ça maintenant et qu'est-ce que tu attends de l'événement qui arrive? Il pourrait faire journaliste, hein, franchement, là, ça monte le niveau là en question. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est très bien passé. On a construit bien sûr nos listes avec nos coéquipiers. Donc entre Joseph, Mathieu, Alexis, on a bien brainstormé. Mais en plus de ça, on avait aussi les 2 autres équipes de France où on a essayé justement de construire, de se donner un peu les bonnes idées, les bonnes pratiques. On a pu s'inspirer de ce qu'ils ont fait, ils ont pu s'inspirer de ce qu'on a fait, mais chacun a gardé aussi, vous verrez dans les autres vidéos, ses spécificités. Ah bon? C'est pas 3 fois les mêmes... on a cherché quand même un petit peu de la créativité eux aussi. Donc ça c'était cool, on s'est entraîné aussi sur un week-end, alors pas tous ensemble parce que les emplois du temps n'arrivaient pas forcément à concorder, mais on était quand même globalement 8 sur les 12. Sur l'ensemble des équipes pour s'entraîner aussi ensemble et arriver à bien progresser, trouver les bons petits tips, les bons combos. Et à travailler un peu cette cohésion d'équipe parmi ces 3 équipes de France quand même. C'est important, l'état d'esprit du groupe. On s'est rendu compte les années précédentes ou à l'Ardacon, qui est un peu aussi dans une idée comme ça de représenter son pays, c'est un peu similaire, que c'est super important et des fois il y a des moments où t'as un peu, tu viens de prendre ta défaite, là t'as un peu la tête dans le derrière, dans le guidon, c'est mieux dans le guidon, c'est beaucoup mieux dans le guidon et c'est bien d'avoir les copains qui arrivent à te remonter et qui disent c'est pas grave, tu vas réagir pour la suite, t'aurais pu faire ça et puis pour la suite des parties tu prends ça en conseil, donc ouais, c'est important. 28 équipes de présentes sur cet événement-là, donc c'est le plus gros WTC SDA qui est fait. Ouais. Donc ça promet quand même de belles parties, de belles oppositions, etc. Tout à fait. Ça va être, je pense, justement encore plus ouvert que les années précédentes. Parce qu'il y a vraiment il y a les 3 équipes polonaises, les Anglais, je crois qu'ils sont 3 aussi. Ils sont 2. Ils sont 2. Mais il y a les Allemands, ils sont 3, les Espagnols sont 3. Les Italiens. Les Espagnols, tu vois, je les aurais pas mis forcément dans les favoris, mais ils sont à domicile. Donc ça peut être, ça va jouer bien sûr parce on va avoir beaucoup de public dans les gradins qui vont nous soutenir. Bon, ça c'est pas vrai. Mais ouais, entre les Italiens, les Polonais, les Anglais, les Allemands, nos équipes à nous françaises, parce que on va être aussi en concurrence avec nos copains de France et de Belgique, plus les Espagnols à domicile, ça fait vraiment une grosse densité. Donc je pense que ça va être compliqué. Et nous, malheureusement, la France 1, là, dans ce lot-là, on a tiré dans notre poule la Pologne 1. Donc ça vient un tout petit peu aussi changer, je pense, la manière dont on abordait la compétition. Voilà, donc je pense qu'on peut viser, comme l'année dernière, le podium. L'année dernière, on avait fait 4e, donc j'espère qu'on arrivera à passer d'une place au moins. À passer d'une place. Après, pour viser plus haut, je pense qu'il faudra quand même un petit peu de réussite et puis que les planètes elles s'alignent correctement. Il faut taper la Pologne 1 dès le premier jour. Voilà, donc ça peut être un bon alignement, mais voilà, il faut quand même aussi se dire qu'il y a toutes les autres équipes à taper aussi, il n'y aura pas que les Polonais. Sachant que pour les équipes anglaises, il y a quand même pas mal de turnover parmi leurs joueurs. Parce que je crois que sur l'équipe 1, il n'y a que Jay Clair qui reste. Voilà, bon, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais Ed Ball n'est pas là, Will Champion n'est pas là. Donc peut-être que l'équipe d'Angleterre va perdre en expérience et vous pouvez se grappiller. Peut-être. Après, l'année dernière, les Anglais se sont complètement crachés. D'habitude, en fait, les Anglais, il y avait une équipe d'Angleterre et une équipe de Pologne sur le podium. Chaque année, c'était obligatoire. Voire même 2, en fait. Oui. Ils se partageaient les podiums tout le temps entre Anglais et Polonais. Donc c'était assez surprenant qu'ils soient top 5 ou hors top 5 de cette manière. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur le déclin, je pense qu'ils vont justement vouloir reprouver. Exactement. Mais ouais, moi, c'est les 3 équipes de Pologne, aussi l'Allemagne qui revient, parce que ça, c'est quand même... il y a une époque, fort pays, ouais. Il y a une époque, l'Allemagne ne venait plus au WTC, ils préféraient faire l'Ardacon, Bon, là, ils reviennent à 3 équipes, donc c'est pas non plus... c'est la cavalerie lourde. Et il y a aussi l'Italie, qui, je trouve, l'année dernière, nous a surpris. Ouais. Toutes les équipes italiennes sont arrivées et ont fait des bons résultats. Il y en a une qui était sur le podium et qui nous a battus 2 fois. Puis celui qui a gagné l'Open pour l'Ardacon en France, c'est quand même un Italien.
Donc vraiment, ils ont le petit vice qu'il faut, on va dire. Les Italiens, ils font des listes qui sont aussi assez tricky, un peu comme les Polonais. Ils n'ont pas encore leur niveau de jeu, mais ils commencent à rattraper, donc ça fait beaucoup de nations en fait à craindre. Donc il faut aussi rester prudent. On va maintenant conclure cette vidéo. Pour rappel, en description de cette vidéo, vous aurez le lien vers le site de la Fédé qui va pouvoir compiler toutes les listes que vous allez retrouver au WTC. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous glisser 2-3 petits mots sur la Fédé, comme ça, ce qui te fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est que la Fédé, ça fait quelques mois que ça existe. Et on est super content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent adhérer, qui viennent nous soutenir. Mais pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, venez donner des petits sous comme ça pour permettre tous ces projets, autant sur le jeu compétitif que sur les traductions et tout le reste qui viendra petit à petit structurer la communauté du SDA. Et voilà, venez nous apporter votre force parce que c'est important. Hein. C'est ça, on en a besoin de cette structure qui nous permet comme ça de dynamiser et d'avancer vers un bel horizon. En tout cas, merci Quentin de t'être prêté au jeu, d'avoir présenté ton équipe, enfin l'équipe d'Alexis. Oui, il a quand même fini premier de la qualif l'année dernière et il a fait son équipe. Il a pu choisir, c'est lui le capitaine, hein, c'est pas moi. Exactement. Donc si jamais ça se passe mal, c'est lui. Tout va bien. Non, on fera bien sûr les appareillements tous ensemble et pour que ce soit le mieux possible. Tout Exactement. Simplement. Du coup, merci de t'être prêté au jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce travail vous plaît, c'est très important pour nous. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.